pour l'être humain, la recherche du bien-être, je crois que je ne vous apprends rien, c'est vraiment une quête déjà très ancienne. La question qui se pose va être de savoir ce qu'il faut entendre en premier lieu derrière ces termes de bien-être pour qu'on puisse savoir de quoi nous traitons. Alors, j'ai fait une petite recherche pour retrouver la définition même de la notion de bien-être, de ce concept. Et la première définition que j'ai pu trouver est déjà ancienne, hein, ça date du XVIe siècle. Et à cette époque-là, ce que l'on retenait, c'est que le bien-être, c'était la sensation agréable née de la satisfaction de besoins physiques. Alors, ça a évolué. Par la suite, au XVIIIe siècle, il y a eu de nouvelles définitions qui a renvoyé plus largement en fait, à la situation matérielle qui va permettre à ce moment-là de satisfaire les différents besoins de notre existence. Alors, vous doutez bien que depuis le XVIIIe siècle, ça a encore évolué, hein, les définitions du bien-être se sont multipliées. Ce que l'on peut retenir pour l'instant, c'est que c'est une notion difficile à circonscrire, la notion de bien-être, parce qu'elle dépend en fait principalement du sujet lui-même et de ses attentes. En effet, hein, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce bien-être qui va être recherché ou atteint peut, en fait, selon les situations, avoir une dimension matérielle, on l'a dit, hein, on regarde la définition du XVIIIe siècle, mais peut avoir également d'autres dimensions. Je pense notamment à la dimension affective, à la dimension psychologique, à la dimension sociale, voire pourquoi pas une dimension économique. Et le bien-être, en plus, va être différent selon chaque personne. Les composantes mêmes du bien-être sont différentes qu'on s'intéresse, par exemple, aux conditions de vie d'un mineur, aux conditions de vie d'un majeur protégé, aux conditions de vie d'un travailleur, d'une personne qui est en situation de privation de liberté. Donc, il faut vraiment avoir à l'esprit que le bien-être, pour pouvoir l'appréhender, il faut souvent l'appréhender sous l'angle de l'individu. Là, on parle de l'humain, mais on parlera de l'animal dans un instant, pour pouvoir comprendre en quoi il consiste. Alors, toutes ces différentes références au bien-être que j'ai pu évoquer très rapidement, hein, on les retrouve au détour d'un certain nombre de textes. Il y a notamment la Convention européenne des droits de l'homme qui fait directement référence à la notion de bien-être pour l'être humain. Mais il faut savoir qu'on la retrouve également à diverses reprises dans la jurisprudence de la Cour de cassation. Donc là, je n'ai pas le temps évidemment à l'oral de m'étendre sur cette jurisprudence, mais c'est important de le noter. Alors voilà très brièvement dessiner les contours du bien-être humain, et ce que l'on constate depuis quelques décennies maintenant, c'est que les animaux ont également intégré la sphère du bien-être. On se soucie, et de plus en plus d'ailleurs, de leurs conditions de vie aux animaux. Et ce sont finalement toutes les découvertes scientifiques qui ont permis d'ailleurs en la matière de façonner au fil du temps le concept de bien-être animal. Donc tout à l'heure, on a déjà évoqué l'importance de la science justement dans l'avancée et notamment la protection des animaux et de certaines chimères ou dans le cadre des xénogreffes, etc. Mais j'allais dire c'est vraiment essentiel. La science est là pour apporter des preuves et le droit ensuite va transcrire, va pouvoir prendre appui sur ces preuves scientifiques pour faire évoluer la législation, la réglementation. Alors pour ce qui est du bien-être animal, au départ, il est caractérisé, en fait, le bien-être, c'est simplement l'absence de maladies et de blessures. On va considérer dans les années 60 qu'un animal est en situation de bien-être dès lors qu'il n'a atteint d'aucune maladie ou qu'il n'a aucune blessure. C'est vraiment ce critère-là au départ qui va être retenu. Puis ensuite, ça va progressivement évoluer. Dans les années 80, il y a un éthologue assez célèbre, le professeur Broom, qui développe la théorie du coping. Alors en fait, cette théorie, ça correspond à l'idée qu'il y a nécessité d'effectuer quelque chose, une aptitude pour s'adapter à son environnement. Donc ça signifie que le bien-être de l'animal va être considéré en fait comme dépendant des efforts que l'animal va devoir effectivement fournir pour s'adapter à son environnement. Donc on voit bien que c'est effectivement quelque chose qui est strictement individuel finalement. Alors après, l'évolution s'est poursuivie sur la base justement des découvertes scientifiques, notamment des découvertes en matière de douleur, de sensibilité, de conscience des animaux. Et dans le milieu des années 90, progressivement, il a été admis que le bien-être pour un animal était en fait une expérience subjective de l'animal. C'est, si vous voulez, un état mental qui est lié à l'évaluation que l'animal va lui-même faire de la situation dans laquelle il se trouve impliqué. Et cette évaluation, selon les situations, va pouvoir générer des émotions positives
mais également des émotions négatives. Et le point d'orgue de cette approche, vous l'avez peut-être déjà signalé, ou peut-être que vous l'avez lu, le point d'orgue de cette approche est constitué par la définition qui a été donnée assez récemment, hein, puisque ça date de 2018, par l'ANSES. L'ANSES, en fait, au sein de l'ANSES, il y a un groupe d'experts qui a été constitué et qui ont eu pour objectif de mettre en perspective cette question, ce concept de bien-être animal, à la fois sur le plan philosophique, sur le plan sociétal et sur le plan juridique. Et ce groupe d'experts a rendu un avis dans lequel il définit le bien-être animal. Et là, je vais vous donner lecture justement parce que c'est quand même très intéressant. Et puis, j'allais dire, c'est la dernière avancée en matière de bien-être animal, de la définition du concept de bien-être animal. Et donc, l'ANSES a considéré que le bien-être animal, en fait, c'est l'état mental et physique positif lié à la satisfaction de ses besoins physiologiques et comportementaux, ainsi que de ses attentes. Cet état varie en fonction de la perception de la situation par l'animal. Donc, on voit bien, hein, le bien-être animal, il se définit comme le ressenti de l'animal de ses conditions de vie. Donc, c'est vraiment la qualité de vie telle que lui va en faire l'expérience. Alors, la conséquence directe de cette définition de 2018, c'est qu'elle permet, eh bien, à mon sens, hein, de prendre en compte que le niveau de bien-être, justement, va varier nécessairement entre les espèces. Mais même au sein d'une même espèce, entre les individus, puisqu'en fait, il va être fonction, eh bien, de sa personnalité, de ses caractéristiques. Toutes les personnes qui côtoient des animaux ont pu faire ce constat que certains vont être curieux, d'autres vont être craintifs, d'autres peuvent être agressifs, et même, j'allais dire, au sein d'une même portée. Donc, le bien-être animal, c'est un concept multidimensionnel, mais individuel. Et c'est ce qui est difficile, parce qu'après, quand il va falloir mettre en place des indicateurs pour mesurer le niveau de bien-être animal, ça va être plus compliqué. Alors, pour qu'un animal puisse être mis en situation de bien-être, l'OIE, qui est l'Organisation mondiale de la santé animale, a retenu qu'il fallait que l'animal puisse jouir de certaines conditions de vie. Et ces conditions de vie, elles ont été formulées en termes de liberté. Hein. Ce sont les fameuses 5 libertés qui ont été retenues. Donc, ces libertés, elles consistent en quoi? Eh bien, la liberté de ne pas souffrir de faim ou de soif. Il y a également la liberté de ne pas souffrir d'inconfort, la liberté de ne pas souffrir de douleur, de blessure ou de maladie. La 4e, c'est la liberté de pouvoir exprimer les comportements naturels propres à l'espèce. Et enfin, la dernière, c'est la liberté de ne pas éprouver de la peur ou de la détresse. Donc, comme on peut constater, hein, certaines de ces mesures, vous le voyez, permettent d'assurer une protection de l'intégrité physique et d'autres, par contre, sont destinées à offrir à l'animal une qualité de vie. Alors, au-delà de ces textes, hein, notre proximité avec un certain nombre d'animaux, différents, hein, certains parce qu'ils nous nourrissent, d'autres parce qu'ils nous divertissent, d'autres parce qu'ils nous tiennent compagnie, ou parfois parce qu'ils travaillent à nos côtés, eh bien, cette proximité nous conduit finalement à nous questionner de plus en plus sur la qualité de vie que nous leur offrons et donc sur le bien-être. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez eu accès à ce récent sondage, 47% des Français ont déclaré vouloir prendre en compte le bien-être animal dans leur vote pour l'élection présidentielle de 2022. Donc ça, c'est quand même un élément assez intéressant. Et cette prise de conscience, elle doit porter sur tous les animaux, mais notamment sur ceux dont nous augmentons les capacités. Et cette augmentation des capacités concerne à la fois les capacités physiologiques, mais également d'autres capacités comme les capacités cognitives ou les capacités émotionnelles. En fait, ce qui me semble important, c'est que ces différentes capacités, elles sont augmentées afin de rendre ces animaux beaucoup plus efficients et beaucoup plus performants pour le travail qu'ils vont devoir fournir pour nous, les humains, en fait. Alors, c'est le cas notamment des animaux de rente. Les animaux de rente, ils ont une vocation économique, hein, et vous le savez très bien, ils ont été transformés par sélection successive, hein, pour renforcer notamment leur performance productive. C'est-à-dire que finalement, on les a modifiés pour augmenter leur rentabilité. On est donc bien en présence de ce qu'on pourrait qualifier d'animaux augmentés. Et donc, que doit-on penser de la situation, et de la situation au sens du bien-être, hein, de la vache laitière? La vache laitière, elle produit en moyenne 28 litres de lait par jour, alors même que la quantité nécessaire pour nourrir son petit, c'est de l'ordre de 4 litres seulement.
Pareil, que peut-on penser du bien-être, encore une fois, de la vache, mais de la vache blanc-bleu-beige? Ce sont des vaches qui font partie d'une race à viande. Et dans cette race-là, 99% des veaux naissent par césarienne. En fait, on a tellement modifié l'hypertrophie musculaire de ces animaux pour avoir plus de viande que la morphologie des cuisses gêne en fait le vélage par voie naturelle. Et toujours pour rester dans cette espèce, qui est intéressante parce qu'elle est proche de nous, que penser du bien-être de la vache à qui on va retirer son veau dès la naissance? Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'entendre les pleurs d'un veau quand on le retire de sa mère et également le bruit qu'émet la mère quand on lui retire son petit. On ne peut être que effectivement sidéré par la souffrance de l'un et de l'autre. Alors, les animaux vont être capables de stratégies pour contourner certaines situations qui génèrent du mal-être. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai une petite histoire que je trouve assez intéressante et qui illustre parfaitement cette capacité dont disposent certains animaux. Là encore, on va rester dans cette espèce, chez les vaches. En fait, c'est l'histoire d'une vache qui était au pré, qui a vélé comme ses congénères au pré. Et dans ces cas-là, eh bien, dès que les veaux naissent, on les retire très rapidement de leur mère. Donc, l'éleveur retire le veau à la mer. La journée, la vache était au pré avec le reste du troupeau en pâture. Et le soir, elle est rentrée dans la stabule pour pouvoir effectivement être soumise à la traite, en fait. Et au plus grand étonnement de l'éleveur, cette vache en particulier ne produisait que très peu de lait. Et durant plusieurs jours, il a donc constaté effectivement la faible lactation de cette vache. Enfin, jusqu'au moment où il a découvert en fait que durant la journée, pendant qu'elle était au pré, en fait, elle allaitait son deuxième veau. La vache avait mis bas en fait des jumeaux, c'était une grossesse gémellaire, et avant même que l'éleveur ne puisse retirer les deux veaux, eh bien, elle avait caché un de ses petits dans les bois et le retrouvait la journée pour le nourrir. Ce qui explique qu'évidemment, le soir, au moment de la traite, il y avait très peu de lait. Alors, malheureusement pour elle, sa stratégie n'a pas été payante, puisque dès que le second veau a été découvert, il lui a été retiré. Alors, cette histoire n'a pas le happy end qu'on aurait pu espérer, mais elle est intéressante parce que ça permet d'attester finalement de la capacité de l'animal de s'adapter à ses conditions de vie pour tenter, là, en l'occurrence, d'accéder à un mieux-être possible. Alors, il y a d'autres animaux, hormis les animaux de rente, qui, moi, m'intéressent parce que je pense qu'il faut que nous nous concentrions sur eux parce qu'ils produisent un travail et que sur leur demande dans le cadre de ce travail peut avoir des conséquences justement sur leur niveau de bien-être. Ce sont ces animaux qu'on appelle les animaux de secours, où on les trouve maintenant également désignés sous le terme de travailleurs du care. En fait, ce sont tous les animaux qui vont travailler avec des professionnels de santé et qui sont utilisés comme finalement des outils thérapeutiques dans le cadre de la médiation animale. Donc, je ne sais pas si vous connaissez la médiation animale, mais c'est une technique en fait qui existe au sein d'un certain nombre de professions, chez des infirmiers, chez des psychologues, des éducateurs spécialisés. Et en fait, sont mis en place des activités, alors avec différents animaux supports, on a le chien, le cheval, les tortues, les poissons, etc. Mais ce qui est intéressant, enfin ce qui est important plutôt, c'est que ces activités, elles ont pour finalité de procurer à ceux qui vont en être les bénéficiaires des effets positifs sur leur santé physique et ou psychique. Et donc, ça va permettre de répondre à un certain nombre de besoins qui sont des besoins sociaux, des besoins émotionnels, des besoins cognitifs. Ça dépend effectivement des bénéficiaires. Dans ce cadre-là, il y a plusieurs types de pratiques et il y a notamment, pour faire simple, ce qu'on appelle les activités assistées, où là, vous avez un animal qui va être utilisé pour améliorer la qualité de vie du public. Et puis, il y a également ce qu'on appelle la thérapie assistée. Alors, dans le cadre de la thérapie assistée, l'animal joue un rôle intermédiaire entre le praticien et le patient. En fait, c'est vraiment un auxiliaire, on va pouvoir même dire un collaborateur du thérapeute. Alors, actuellement, dans notre pays, la pratique de la médiation animale ne relève d'aucune certification. Il y a une exception quand même, c'est le diplôme d'équicien. Alors, le diplôme d'équicien, en fait, c'est un professionnel de la médiation équine qui va guider des publics qui sont en situation de difficulté, de handicap, avec des équidés. Mais moi, ce qui m'interroge, c'est que ce défaut d'encadrement, justement,
a une incidence sur la qualité, sur la situation de ces animaux au travail et donc sur leur niveau de bien-être. Parce que admettre que l'animal doit être en situation de bien-être, c'est une chose, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il puisse atteindre le niveau satisfaisant pour lui de bien-être. Alors, si on regarde un petit peu ce qui se fait dans certains pays voisins, on sait qu'il est possible de réglementer ces activités puisque l'Italie, depuis 2015, a mis en place, et c'est un pays précurseur en la matière, hein, une réglementation justement qui encadre les thérapies par l'animal. Donc, ce qui, moi, a retenu mon attention, c'est que dans l'article 1er de cet agrément, il est évidemment fait référence à la protection de la santé de l'utilisateur, mais dans le même article, tout de suite, il est indiqué qu'il faut tenir compte du bien-être de l'animal qui va être utilisé. Donc, c'est vraiment important parce que c'est un texte qui vise à garantir le bien-être des animaux de travail dès lors qu'ils sont associés dans le cadre d'intervention professionnelle. Pour que ces animaux de travail puissent évoluer donc dans des situations qui soient propices à leur bien-être, il faut bien donc qu'on arrive à reconnaître que ce ne sont pas des simples outils, mais bien des collaborateurs dont on doit prendre en compte le bien-être dans des conditions spécifiques qui sont leurs conditions de travail. Alors plus largement, une approche globale du bien-être devrait permettre de favoriser à la fois le bien-être de l'humain et le bien-être de l'animal, d'ailleurs qu'il soit augmenté ou non, j'allais dire peu importe. Et c'est pour ça que je me réfère à un nouveau concept qui est le concept de One Welfare, sur la même base en fait que le concept qui a émergé de One Health. Et bien maintenant il y a le concept de One Welfare qui est en train d'émerger et différents réseaux, dont l'ANSES d'ailleurs, se constituent afin de pouvoir rendre ce concept opérationnel. Et donc, l'idée, c'est que ce concept puisse permettre de déboucher sur une protection globale du bien-être de l'humain et du bien-être de l'animal. Voilà, je vous remercie pour votre attention.